tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le podcast qu'on a lancé, s'appelle Les hommes ne pleurent pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, les hommes ne pleurent pas, même dans des situations de burn-out. Merci de l'introduction, Trésor. Donc l'équipe est là au complète. Shane, Salut Trésor Right, comme d'hab. et moi-même. Salut. Donc effectivement, aujourd'hui, sujet très important parce que le travail, c'est une partie extrêmement importante dans la vie d'un homme et dans son identité en réalité. Et qui dit travail, généralement, dit situation de stress, situation d'anxiété, peut dire un certain mal-être, peut dire certains doutes par rapport à sa voix, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la satisfaction de ce qu'on fait, de comment on gagne son argent. Et ça peut être quelque chose de très lourd à porter. Quelquefois, ça peut même se basculer vers du dégoût, vers du rejet. Carrément. Et donc, ici, c'est clairement un sujet qui fait partie des nombreuses luttes silencieuses que portent les hommes, des nombreux fardeaux silencieux. Et donc, on voulait vraiment y apporter une attention toute particulière. Et pour commencer, on voulait utiliser un article, quelques informations d'un article et quelques chiffres pour mettre les choses en relief. Parce que, donc ici, en faisant des recherches pour préparer le podcast, déjà la première des choses dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait une différence d'un point de vue statistique entre les hommes et les femmes par rapport au nombre de personnes qui sont reconnues, qui se disent en situation de burn-out. Et donc, il y a à peu près généralement un écart de 10%. Et c'est une tendance qui se poursuit, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Angleterre. Pourtant, ce sont des pays qui ont quand même des mentalités, des cultures très différentes par rapport à relations au travail, etc. Et pourtant, on voit que généralement, il y a un écart de 10% avec des femmes qui sont plus sujettes 10%, c'est quand même... au burn-out. C'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent, effectivement. Et donc, ici, si je lis l'article qui donne plus d'informations, ils nous disent, donc effectivement, les femmes sont davantage touchées par le burn-out. Donc, si c'est un psychiatre, Patrick Légéron qui parle en 2016 quand il a été interviewé. Par contre, il nous dit, mais les hommes ont beaucoup plus de difficultés que les femmes lorsque le burn-out s'installe. Donc, à reconnaître ces signes pour eux-mêmes, ils sont parfois dans le déni et moins enclins à rechercher de l'aide. Les femmes ont plus de facilité à dire leurs émotions. Ce n'est pas lié à des caractéristiques liées au genre, mais à des caractéristiques socioculturelles, puisque l'homme doit être courageux, ne pas montrer de signes de faiblesse. Et il poursuit, il dit c'est un peu le syndrome de John Wayne, que je ne connaissais pas, qui est donc celui qui reçoit une flèche et l'enlève en disant même pas mal. Donc, pour un homme, avouer que là, on est un peu défaillant, ça ne correspond pas à l'image qu'on a de lui. Et donc ici, dans une contribution au quotidien américain, le New York Times, il y a l'ex-enseignant Jonathan Malézy qui raconte d'après sa propre expérience, quand les hommes rencontrent des difficultés au travail ou ailleurs, ils ont moins tendance à en parler en public ou en privé. Nous sommes encore dans une société où les hommes cherchent à prouver leur masculinité à travers leurs compétences au travail. Et donc, sans verser dans des sans verser dans des clichés sexistes, il y a souvent, avec les hommes, cette problématique de la virilité, là où les femmes vont accepter plus facilement ce qui peut être perçu comme un échec. Donc voilà, je vous laisse avec ces mots. Déjà, comment ça navigue un petit peu autour de vous, comment ça résonne chez vous? Pour ma part, je pense que voilà, il y a différentes choses qui ont été dites dans les différentes choses que tu viens d'énumérer, mais il y a cet aspect socioculturel qui en ressort, parce qu'en effet, comme on l'entend, je pense que tu parles de différents pays, tu parles de différents types d'éducation, mais dans l'éducation globale, il y a toujours ce côté voilà, l'homme doit être fort. L'homme doit montrer qu'il est capable. L'homme, c'est celui qui est le rocher de la famille, tu vois. Et je pense que c'est là où ça devient compliqué. Je pense que l'homme ne va pas facilement aller admettre que ça ne va pas, que c'est compliqué pour lui, que c'est dur et qu'il traverse quelque chose qu'il n'a jamais ressenti peut-être, ou voilà, que sais-je. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on te sent. Comme tu dis, c'est socio-culturel. Ça commence par là, et en plus de ça, il y a différentes cultures. Il y a l'Occident, il y a l'Afrique, tu vois. Mais de manière assez commune, ouais, il y a cet aspect socio-culturel. Et puis, tu as dit plein de termes, ils sont quand même puissants. Tu as dit virilité, tu as dit déni. Ouais, c'est des choses qui parlent vraiment, tu vois, parce que la pression au travail, c'est ça qui fait que des fois on peut avoir un déni individuel, un déni collectif, tu sais, de là où on vient, de là où on a taffé, tu vois, les commerciaux, on était toujours dans le speed,
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ça n'allait pas, en vrai, on se le disait pas entre garçons. Ce qu'on disait, c'est, vas-y, prends ça, viens, on va décompresser. Tu vois. C'était notre manière à nous de se dire, en fait, j'ai capté que ça n'allait pas, tu vois. Viens, prends ce petit truc. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu... En tout cas, Dieu merci, moi, j'ai jamais été là-dedans. par ça. Voilà, j'ai jamais... Peut-être ça m'a frôlé, tu vois. Mais j'ai jamais... Dieu merci, j'ai jamais touché à ça. Mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est toujours silencieux. Tu vois. Peu importe les cultures dans lesquelles on est, chacun a sa manière de le gérer. C'est vrai que chez les hommes, ça va être beaucoup plus silencieux et que, oui, les femmes ont plus tendance... Allez, ça c'était avant, en tout cas, peut-être que maintenant ça a changé, tendance à se mettre dans des bubbles, etc., à discuter, peut-être verser des larmes, et chez les hommes ça va se présenter de manière différemment, et de manière différente, et peut-être même on va pas le savoir, jusqu'à ce qu'il y ait un drame qui arrive, quoi. Après, je pense qu'effectivement, si moi je prends mon expérience personnelle, même si on travaillait dans le même environnement à cette époque-là, effectivement, tu vois très clairement un écart et une différence dans la manière dont les hommes et les femmes vont évacuer cette pression et dont le fait qu'elles vont le communiquer ou pas le communiquer. Donc effectivement, de mon souvenir, c'était assez récurrent. Donc dans cette boîte qui était très orientée performance, très orientée compétition, résultats, récompenses. Voilà. Tu avais effectivement une forte pression, une forte anxiété quand tu remplissais pas tes objectifs ou parce que aussi il y avait toujours, comme on est dans un environnement très compétitif, il y avait toujours cette tendance, c'est pas cette tendance, il y avait cette politique et cette stratégie d'afficher les résultats de chacun, où tu as tendance à te comparer. Aussi, c'est un job où malheureusement, tu peux très bien travailler et travailler beaucoup et avoir des résultats fluctuants, ce qui fait que tu peux facilement être émotif parce que tu n'as pas la rationalité. Tu dis, mais non, je comprends pas, je fais exactement comme lui. Exactement. Je fais exactement comme lui, pourquoi moi ça va pas? Et c'est là où l'émotionnel il prend un coup. Tu vois. Et si jamais je fais des comparaisons, les hommes et les femmes par rapport à leur façon de réagir à ça, les femmes allaient plus facilement chercher conseil, allaient plus facilement essayer de faire écho de leurs émotions avec une autre femme et aller en discuter dans une salle de réunion, dans les toilettes, etc. Pleurer si c'est nécessaire et juste s'écouter, pas venir avec des conseils rationnels de allez, moi je te conseille de faire ça, fais plus d'appels, et ces stratégies, etc. Alors que chez les hommes, on va être beaucoup plus déjà dans le fait on va pas montrer cette faiblesse parce qu'il y avait un petit peu, tu as un peu toujours cette phrase, voilà, si jamais tu montres, si jamais tu saignes dans l'océan, tu vas tirer les requins. Donc tu as ce truc un petit peu de parano déjà où tu as l'impression que tout le monde est prêt à prendre ta place et que c'est lui ou moi, on peut pas réussir tous les deux. Et il y a beaucoup plus de difficultés à s'ouvrir et à faire part de cette faiblesse. Parce que c'est une faiblesse à ce moment-là. Moi, je performe moins que toi et j'aimerais venir t'en parler. C'est très compliqué entre les hommes. Ouais, c'est une faiblesse. Ça dépend. Parce que si tu arrives justement à être... Parce que moi, je trouvais qu'à certains moments, justement, dans mon expérience, j'ai été relativement fort. C'est vraiment vers la fin que, en fait, c'était trop. C'était trop parce que ton contexte, il change, ta vie, elle change, tu vas avoir un enfant, etc. Et tu peux plus gérer de la même manière que tu gérais avant. Et là où toi, tu es en situation de faiblesse, où tu sais que tu ne performes pas de la même manière que d'autres personnes, mais que quelque part, tu es confiant et tu sais que tu vas le faire, que si tu suis les mêmes processus, ça finira par arriver. Peut-être qu'il est dans un autre contexte, dans un autre marché, mais si tu fais les choses correctement, ça va arriver. Et effectivement, ça arrive. Peut-être plus tard que les autres, mais ça arrive. Et du coup, quand tu arrives à garder le cap là où tout le monde pense que tu es faible, je pense que c'est aussi une force, tu vois. C'est pour ça que je te rejoins quand tu dis faiblesse, je vois dans quel sens tu veux le dire. C'est toujours les deux faces d'une même pièce. Exactement. Derrière la force, tu as toujours la faiblesse. Exactement. Tu dois être fort parce que tu as une faiblesse. Tu vois, mais la vraie question, si on rentre dans le dur, c'est à ce moment-là, quand tu ressentais ça, pourquoi t'es pas venu nous le présenter comme ça, par exemple? Parce qu'à ce moment-là, comme je pense, on avait une discussion off avec Shane tout à l'heure, on disait que c'est le début en fait. Et quand tu commences, t'as pas vraiment de repères, tu sais pas. Est-ce que si j'en parle, est-ce qu'ils vont croire que je suis une chochotte ou que tu vois, on sait pas en fait, parce que eux aussi le délire de ces grosses boîtes là, c'est d'aller prendre des gens au perso pour les formater et pour leur faire comprendre que non, quelqu'un de performant, c'est comme ça. Tu vois, tac, tac, tac. Et comme on ne sait pas, ben on se dit, je ne vais pas en parler, parce qu'en plus, on a personnellement, notre background culturel, où on se dit, ben non, en vrai, regarde, ils font ça et tout, ça veut dire que, tu vois. Et c'est pour ça que, tu vois, j'en ai pas parlé. Mais avec le temps, si c'était à refaire, bien sûr, j'en aurais parlé. Parce qu'en plus, j'avais des managers qui pouvaient être à l'écoute. Parce qu'il y a aussi
certaines personnes qui se doivent de montrer qu'elles sont des bons managers, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment le fait d'être novice, d'être débutant et de se dire il faut impressionner. Je pense que c'est ça aussi, parce que voilà, tu commences dans la vie, tu sors, t'as tout à prouver, en fait. C'est de là, quand tu commences en tant qu'homme dans la vie, tu quittes la maison, voilà, t'as fini les études, etc. Tu prends ton petit sac à dos, tu dis à ta maman, salut maman, voilà, j'y vais, parti. Tu vois, je vais construire ma vie, et puis t'es là et tu te retrouves dans un premier job où tu sens que t'as de la pression, où tu sens qu'il faut performer, où tu sens que voilà, il y a de la compétition, parce que c'est l'environnement aussi qui fait qu'il y a cette compétition saine, malsaine, ça dépend des moments et des situations. Voilà. Et ça, c'est un autre débat. Mais à ce moment-là, tu rentres dans ce ring, au fait. Ouais, c'est un ring. Et c'est ça, quand tu es dans le ring, ben, si tu ramasses un coup et que tu montres que tu es KO, ben, c'est toi qui perds le match. Après, je pense qu'il y a un truc qui est très intéressant, enfin, qui est très important à prendre en compte, c'est que fatalement, tu n'arrives pas dans ce type d'endroit par hasard. Déjà, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'eux, ils vont t'interviewer en conséquence et il y a des choses qu'ils vont rechercher chez toi. Ouais. Tu vois. Et qu'en réalité, si on est pris dans ces endroits-là, c'est parce que nous aussi, à ce moment-là de nos vies, en tout cas si je prends mon expérience à moi, je vois le monde à travers une certaine lunette. Je vois le monde avec une certaine lunette et j'ai un certain cynisme déjà sur la vie. J'ai ce cynisme de... d'ailleurs, on faisait souvent la blague. On disait, tu vois, ce job, c'est Koh-Lanta. Carrément. Ouais. Moi, je disais toujours, Trésor, il a une malédiction. Et je dis, bro, arrête de partir en vacances. Tu pars une semaine, il y a 3 personnes qui se sont fait virer. Non, mais c'est vrai. Tu vois, il faut prendre un colis avant de partir. Donc, j'avais toujours cette blague-là. Mais c'est vrai que moi, si je me remets à l'époque, la façon dont je vois les choses, c'est, écoute, ici, c'est pas différent qu'un autre endroit. En fait, c'est pas différent de tout ce que j'ai connu. On est tous en guerre les uns contre les autres. Tu peux te faire des alliés, des gens qui vont être tes frères de lutte et avec qui tu vas avancer, et c'est un peu vous en fait contre tout le monde. Et il y a des gens qui vont tomber un par un. Et c'est comme ça, et c'est la guerre. Et on n'est pas là pour aimer son travail. On n'est pas là pour avoir du fun. On n'est pas là pour kiffer. On n'est même pas là limite pour apprendre des trucs. On est là pour avoir l'argent pour la maison, le toit sur notre tête et la nourriture sur la table, c'est tout. Mais je pense que même dans mon mindset à l'époque, de mes lunettes, je vois même pas si loin. Je me suis remis dans... Voilà, si on peut prendre l'image guerrière, quoi. Je me suis reconstitué là-dedans, en mode, en fait, moi je vais tout vous faire tomber. Et moi je serai tout au-dessus parce que c'est la seule façon que vous ne me fassiez pas tomber. Tu vois. Et j'avais déjà confié ça aussi une fois à Shane. J'avais dit, c'est Shane, pourquoi moi je partais jamais en vacances? La réalité, c'est parce que j'avais peur que... Parce que voilà, quand je partais en vacances, c'est toujours 2-3 jours. Je partais jamais une semaine, jamais j'ai pris 2 semaines. Capté, lui, c'était un fou. Non, parce que j'avais toujours cette crainte. Je me dis, mais imagine, je reviens, tu vois, et je suis plus dans cette dynamique-là où je créais sans cesse du business en faisant du business. Tu vois, tu as toujours cette dynamique dans ces boîtes-là. Tu vois, en faisant du business, tu crées du business. Tu vois. Et le fait que tu coupes, tu te sors de ta dynamique, et j'avais cette impression que j'allais devoir recommencer un peu depuis zéro, si je me coupais totalement. Et j'avais aussi, tu vois, c'est pour ça qu'on parle de cette force et cette faiblesse. Parce qu'en réalité, cette force affichée, elle cachait une faiblesse, c'est que j'avais cette crainte et cette phobie de me dire, imagine, je reviens et je suis pas capable de faire la même chose. Sous-entendu, imagine quelque part, c'était un peu de la chance. Et je me mettais une pression de dingue. Après, ça revient un peu au concept qu'on en parlait, c'est pas une question de légitimité. Dans quel sens? Dans le sens où voilà, tu arrives à ton endroit, tu taffes comme un dingue, tu réussis à avoir tes résultats, et tu as peur de partir en vacances parce que tu te dis tout ce que j'ai fait, je l'ai réalisé, mais c'était un coup de bol. Donc tu te sens pas légitime. Mais bien sûr. D'ailleurs, je me souviens d'un truc que je t'avais dit quand tu es parti. Je t'avais dit la première fois, c'est Shane qui est parti en premier, après nous on a suivi. J'avais dit... tu vois, j'avais envoyé un email à l'époque que je n'avais pas aller parler. T'as vu? Quand c'était plus émotionnel, j'ai envoyé un email. C'est un gars, il parlait pas en fait. Il faisait son taf, voilà. J'avais dit, bro, et tout, peut-être, voilà, c'est difficile et tout, mais j'y retiens bien un truc, tu vois, qu'eux, ils savent pas. C'est que normalement, nous, on ne doit pas être là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qu'eux, ils ne comprennent pas. C'est que nous, déjà, en soi, être là, c'est un miracle. C'est un miracle. Ouais. Exactement. Être ça, c'est ça la performance. C'est ça, c'est vraiment tout le reste, ça. c'est du bonus. Ouais. Être là, c'est la performance. Nous, normalement, si jamais on se fie aux statistiques, si jamais on se fie aux histoires autour de nous, on n'a rien à faire là. Exactement. C'est vraiment ça en vrai. Tu vois. Et c'est là qu'il y a une autre légitimité qui naît. C'est quelle est la légitimité à me plaindre quand j'ai l'impression que déjà de base j'ai gagné au loto.
Exactement. J'ai l'impression que j'ai gagné à la loterie. En plus de ça, moi, j'avais allé me plaindre. Ah, ça, c'est puissant. Tu vois ce que tu dis, ouais, Et puis, ouais. quand tu parles de te plaindre, tu te dis, mais je vais me plaindre à qui? Ouais, ouais. Parce Ah, que moi, c'est pire autour de encore. moi, ils Y a ont plutôt personne. des métiers, tu sais, un peu difficiles, un peu manuels. Et je vais aller leur plaindre que moi, je gagne ça. Je suis derrière un bureau. Je vais dans des lunch clubs, dans des restaurants étoilés. Ouais, Mais au travail, Ouais, ça va t'as pas. raison. J'ai trop de pression. Il va dire, Franchement. oh, c'est quoi la pression? Non, t'inquiète, j'ai capté. Mais on était légitime pourtant. Bien C'est- sûr qu'on l'était. C'est juste qu'on Ouais. nous avait formaté à croire que non, allez-y, allez plus loin. C'était le principe de la carotte, Bah, comme ils disent. Bien sûr, mais ils ont réussi à faire ça parce qu'il y avait quelque chose dans notre histoire qui le permettait. Voilà, on avait besoin de cette carotte. En Bien même sûr, temps, je pense, ouais, à ce ouais. stade-là, je pense qu'on avait besoin de cette carotte que pour se lancer, que pour se dire, Exactement. voilà, de toute façon, que ce soit ce taf-ci ou que ce soit n'importe quel autre taf, je préfère alors faire ce taf-ci et essayer d'atteindre les buts que je m'étais mis. Mais surtout même, hein, franchement, je sais pas si vous pensez à la même chose, mais moi je me suis toujours dit que si ça a été une bénédiction ce job, parce que si j'avais pas été dans ce job qui quelque part a tiré sur certains traumas positivement et qui m'a poussé, je pense que si j'avais été dans un truc, tu sais, genre on va prendre un cliché, mais genre je sais pas, travailler à la poste, tu travailles dans l'administration, tu vois, je pense que je suis quelqu'un, j'aurais fait burn-out sur burn-out, je me serais jamais poussé, j'aurais été inspiré par rien du tout, et j'aurais été comme un zombie dans mon travail, tu vois. Donc ici, c'était peut-être un mauvais truc qui me gardait en vie, Ouais. tu vois, mais ça me gardait en vie de fou parce que c'était très intense, tu vois. Ouais, mais d'office. De toute façon, moi, voilà, moi, de là où je viens, je suis pas quelqu'un qui croit fortement au hasard. Je pense que tout arrive pour une raison. Et je pense que le fait qu'on ait atterri là-bas, voilà, il y avait des choses à apprendre. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'être ce qu'on est, épanoui, et de prendre conscience aussi de notre valeur. Parce que en fait, dans ce genre d'endroit, donc pour vous situer un petit peu, nous on a travaillé dans un cabinet de recrutement, donc on dit une agence de staffing en anglais, c'est quelque chose de très intense. Donc tu dois toute la journée, tu dois appeler des candidats, tu dois appeler des clients, tu dois essayer de leur vendre. Bref, pour qu'on puisse arriver à faire tout ça, il fallait des carottes. Donc on partait en voyage, on avait des lunch clubs, donc des restaurants étoilés, c'était la folie. Enfin, c'était Des magnifique. grosses voitures, on avait des grosses Voilà, commissions, on avait- voilà. C'était Des le grosses rêve. fêtes. Donc comme Voilà, lui, la fête de fin d'année, parce que ça, en fait, quand tu quittes ce type de boîte, tu comprends pas que la fête de fin d'année, c'est genre vous allez à la cafétéria. Nous, c'était Non. les Oscars. c'est ça. T'étais en smoking, t'avais Laisse tomber. une Aston Le Martin tux et qui tout. était à gagner, enfin tu vois. Exactement. Mais c'était n'importe quoi. Le rêve. En plus, on était jeunes. Ouais, gros. C'est genre, vas-y, genre, t'as 24 ans, tu roules en X5 ou je sais pas En plus, je voulais faire le vénère. Non, Trésor, il mais- me dit non, moi je vais chercher mon smoking. Je dis non, moi j'en ai rien à foutre, j'ai pas de smoking, je vais pas prendre un Mustang rien que pour eux qui sont. Et tout. Moi j'étais dans une autre Matrix. tu Non, vois. non, il était loin. Mais du coup, quand tu penses à tout ça, comme il a dit, Ivan, tout à l'heure, on se disait, nous, on devait pas être là, en fait. Tu vois, on devait pas être là. Mais on. Voilà. Et c'est là Ça, que c'est vient quelque la chose pression. qui te suit beaucoup. Hein. T'as l'impression d'être un intrus Ouais. toute ta vie en fait. Et Parce que les gens qui sont autour de toi te ressemblent pas, c'est pas les mêmes que ceux avec qui t'as grandi. Et donc t'es un peu en mode. Voilà. Mais Et- ça, c'est un autre niveau. Parce que ce qui était bien avec ces sociétés-là, c'est qu'on pouvait voir les autres pays. Tu vois, Ouais. on voyait l'Angleterre, on voyait la France, et on voyait que c'était le hustle. On voyait qu'il y Ouais, avait les des Pays-Bas. frères qui. Les Pays-Bas, on voyait qu'il y en avait, ils avaient faim. Tu vois, et c'est là où je me retrouvais, je me disais, ah, en vrai. Peut-être qu'on est quelques paumés ici en Belgique et tout, mais il y en a beaucoup qui sont comme nous dans le hustle et qui se battent pour garder leur place. Et comme tu dis, c'est pour ça qu'on partait pas en congé. Enfin, moi, je partais, tu vois, mais je partais parce qu'à Ah, cette mais tu pars, époque-là, c'est pas des congés. je partais gros. pas 3 semaines comme... Mais même pas, même quand tu partais 2 semaines, t'as un candidat à closer, Non, tu closes gros, toi. close-toi, T'as- c'est t'as- ça. t'as- Ouais, ouais. Gros, Non, non, tu en lis- fait, tu on lis partait... des mails et tout, quoi, Non, tu vois. c'est chaud. Ouais, On partait sans c'est- partir. C'est une autre Ça, vie, frère. C'est-à-dire, c'était t'es à une la vie. plage, t'es aux Caraïbes et tout, T'as plein téléphone. voyage de noces. Ah, attends, il faut que je close mon candidat avec 6 heures de décalage. Non, mais c'était... Non, c'était... Parce qu'encore une fois, t'as ce truc, tu vois, en fait, on a gardé ce truc, je pense aussi. Et là, c'est beaucoup dans le socio-économique, mais de là où t'as grandi, tu gardes un peu ce truc de parano, en fait, et de... Vas-y, en fait, j'ai toujours dû me débrouiller tout seul. Ouais. Donc, comment est-ce que moi, je vais, aujourd'hui, à ce stade de ma vie, faire confiance à un tel ou un tel pour closer mon candidat à ma place? Maintenant, moi, toute ma vie, j'ai dû me débrouiller tout seul. Je vais Ouais. le faire moi-même. Et je vais continuer à lire mes emails, parce que Au y a moins, que je suis moi qui sûr. peux gérer Voilà. ça. Ouais. Voilà. T'as du mal à déléguer, à faire Bien sûr, confiance. ça, c'est encore aujourd'hui, la réalité. Ça, Parce c'est- qu'on a des œillères. Mais en Exactement. fait, il y avait des gens qui pouvaient étaient faire prêts à le confiance, en faire. fait. Oui, il y avait des gens qui étaient prêts à aider et il y avait des gens qui étaient prêts à Non, c'est faire le ton lâcher deal. c'est le lâcher prise. Oui, c'est le Exactement. lâcher prise qui était compliqué, mais c'est aussi compliqué dans nos situations de lâcher prise. Parce Ouais. que c'est la première fois qu'on rentre dans un contrôle d'une situation Ouais. qui nous rapporte plus de bénéfices à un certain moment Exactement, c'est vrai aussi. que des malfaits ou des, Ouais. D'un coup, quoi. des- C'est voilà. Et
Et en fait, pour moi, c'était comme... T'es sur la montagne, et de nouveau, pour moi, c'est ça le problème de légitimité. Comme il dit, tu étais sur ta montagne et t'es en train de gagner ces grosses thunes, tandis que t'as ta soeur ou ton frère qui est en galère, et que t'es là, ou ta mère qui est en galère, et t'es là et t'es en train de dire, ouais, mais je pars à Londres et tout. Voilà, je suis en train de vivre la life, tu vois. Moi, je me souviens d'une phrase d'un membre de ma famille et j'étais mal à l'aise. Et je me dis... Et, tu vois, donc ils viennent pas de Belgique, donc ils connaissent pas trop le contexte, tu vois. C'est le mec qui t'a dit que t'étais journaliste. Non, c'est un autre bail. D'accord. Tu vois, il m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a mis mal à l'aise. Parce que, donc, on parlait, je sais pas, il y avait un truc qui était passé aux informations à la télévision et qui mentionnait le salaire exorbitant de quelqu'un, donc qui pour lui était exorbitant. Et donc, on parlait de... je crois que c'était 3500 net. Et lui me regarde et il me dit mais n'importe quoi. Il dit, en Belgique, même un ministre il gagne pas 3500 net. Et toi t'es là, tu regardes tes chaussures, tu dis c'est ça. Dans sa réalité à lui, c'est impossible. ce que moi je fais, c'est même pas possible. C'est possible genre pour personne. Dans sa réalité à lui. D'où moi je vais aller me plaindre. Tu vois, et c'est ça qui travaille un petit peu. Tu vois. Et donc t'as pas cette possibilité de te plaindre dans ton cercle familial ou dans ton cercle d'amis parce que t'as pas cette résonance. Et puis dans les gens, dans ton travail, mais comme tu as ce truc de compétition qui est installé, mais tu as toujours ce truc de il faut pas non plus que je me monte trop faible. Non seulement, et je pense que c'est aussi beaucoup, pour ma part, quand on parle de déni, parce que je me dis, si je vais me confier à Shane par rapport à ça, par exemple, ou si je vais me confier à Trésor, ça devient difficile de nier, parce que je viens d'en faire une réalité. Exactement. Je viens d'en faire une réalité. Ça, c'est vrai. Je l'ai sortie, elle est là. Je peux plus faire semblant, je te l'ai pas dit. C'est plus que ta réalité. C'est ta réalité et la réalité de quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et c'est là que ça devient réel. Parce que tu sais plus fuir. Ouais, parce que l'autre, il sait, il est au courant. Tu vois. Donc, il va commencer peut-être à vouloir t'aider ou quoi, et toi, tu vas rejeter cette aide. Parce que ou même quand t'es t'es pas bien, tu vas vouloir montrer, parce que tu regardes ce que tu as dit, tu vas vouloir montrer, en fait, non, gros, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, je suis fort. D'où tu penses que je vais pas bien? Parce qu'une fois, je t'ai dit, ça y est, j'étais un peu triste, ça y est. Tu vois? Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup ce côté malsain, et au fur et à mesure de la conversation ici, on revient toujours à un point en réalité, parce que c'est ça qui est fondamental et qui est le plus important. C'est, on n'en parle pas, mais la première question, c'est à qui en parler. Exactement. À qui et comment en parler. En fonction de ton contexte, je pense que c'est là que tu dois chercher à qui tu peux en parler. Toi, c'est vrai que tu étais assez isolé. Tu vois, moi, j'avais quand même ma famille, etc., qui m'encourageait. Mon épouse m'encourageait aussi, mais elle avait aussi ses propres hustles, tu vois. Donc, c'est là aussi, il y avait ce côté légitimité. Ok, moi, je suis quand même dans une situation, entre guillemets, confortable. J'ai beaucoup de pression, etc. Et je vois que dans sa situation à elle, c'est vraiment pas confortable, etc. Donc, tu te dis, est-ce que, tu vois, j'aimerais bien lui en parler parce que c'est mon partenaire, mais tu vois que peut-être elle aussi, dans son contexte, elle a du mal. Donc, fatalement, il y a quoi? Il reste ta mère, peut-être tes frères et sœurs, mais mes frères et sœurs, ils étaient dans le même cas de figure que la personne que tu as expliqué tout à l'heure. Ils pensaient que j'étais sur la Lune. Donc, mais on essaye quand même, on leur dit pas tous les détails, mais voilà, qu'est-ce que tu penses de est-ce que je devrais faire ci? Mais eux, dans leur tête, c'est non, t'es déjà là, vas-y, fonce, parce que tu vas nous aider. Enfin, c'est-à-dire, c'était marrant, parce que généralement, c'est quand c'est quand c'est quelqu'un qui est là-bas du pays, qui vient ici et qui aide toute sa famille là-bas. Mais là, t'avais l'impression que t'étais ici et que tu devais aider tous tes gens ici. Donc, il y avait des gens qui comptaient sur toi, tu vois. Et donc, donc du coup, pour nous, ça nous a induit en erreur en termes de balance. Parce qu'en fait, on était légitime, oui, mais de là où on est, il fallait quand même qu'on puisse relativiser. Tu comprends? Donc, et c'est la balance, c'est cette balance qu'on n'a pas su faire correctement à cause de tout ce qu'on vivait. Mais comme tu l'as dit, c'était réel. On était dans des situations, des fois de dépression, des fois de down, des fois vraiment ce qu'on va appeler burn-out. Je pense que le burn-out, ça c'est un autre débat, c'est un terme. C'est un mot qu'ils ont mis sur quelque chose, parce qu'avant ça existait beaucoup, et maintenant les gens ont tendance à en abuser. Exactement. C'est encore un autre débat. Exactement. Parce que c'est à définir déjà, c'est quoi pour vous le burn-out, et c'est quoi votre relation au burn-out? Votre expérience en tout cas. Voilà, pour moi, le burn-out, en tout cas, c'est vraiment... le burn-out, on va dire... le surmenage, appelons ça comme ça, parce que le surmenage peut exister à différents niveaux, notamment professionnel. C'est quand tu sens que malgré tous les processus que tu mets en place et que les deux pièces, les deux faces d'une même pièce, c'est plus possible. Tu vois, tu peux plus garder ta positivité, etc. À un certain moment, tu dois prendre un recul de la situation pour pouvoir mieux te recentrer sur toi-même, mais c'est impossible.
Parce que t'es dedans, en fait. Et on te fait comprendre que si tu sors, t'es cramé, tu vois. Exactement. Et c'est là où, quand t'as l'impression que là où t'avais le contrôle sur tout, parce que c'était la compétition que tu commences à avoir le contrôle sur plus rien, c'est là que commence pour moi la dépression, le surmenage. C'est pas quelque chose où tu vas pas forcément t'en sortir, mais Ouais. c'est là que ça commence. Et ça devient intéressant de savoir qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir t'en sortir, tu vois, dans ce contexte ou dans un autre contexte. C'est pour moi, ça, c'est la dépression, le burn-out. Mais justement, pour moi, c'est le surmenage et le burn-out, ce sont deux choses différentes. Pour moi, il y a ce surmenage où j'ai l'impression où je flirte quasiment constamment avec. Parce que c'est un peu genre, tu tires sur la corde et tu essaies de pas tomber. Des fois, tu sens que tu es prêt de tomber, alors tu te dis, bon, ok, peut-être un jour ou deux, je vais faire un petit peu plus attention. Donc j'ai l'impression que pour moi, le surmenage, c'est presque un état constant. Fort malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut changer. Mais pour moi, le burn-out, c'est. Je devais le définir, pour moi, c'est quand j'atteins un état où une petite tâche mineure qui devrait me prendre 5 minutes, j'ai besoin de la journée pour la faire. C'est quand j'ai atteint un stade où, en fait, j'ai une forme de dégoût et de rejet parce que je ne me reconnais pas dans cet environnement, je ne me reconnais pas dans ce que je fais, je ne suis pas moi-même, j'ai l'impression que je suis entouré, enfin, je suis dans un environnement qui ne partage pas mes valeurs. Et je pense que le burn-out, en fait, il est la conséquence d'un moment donné dans ta vie de te sentir inauthentique, sentir que tu n'es plus en adéquation, de sentir que tu n'es plus connecté avec ce que tu fais. Donc quand tu n'es plus connecté, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se déconnecte et tu es un petit peu en mode zombie pendant un moment donné et pour les raisons qu'on a évoquées, tu es dans le déni. Tu vois, tu es dans le déni parce que déjà, il faut que toi, tu l'acceptes. Une fois que tu l'as accepté, il faut trouver des gens à qui en parler, il faut trouver les mots, etc. Il faut avoir l'oreille. Et donc, ça suit son cours juste à un moment où, en fait, ça peut plus. Quand ça peut plus, ça veut dire que si je viens, que je te dis, tiens, voilà 10 000 euros pour toi aller aujourd'hui, tu me dis non. Franchement, non. Garde tes 10 000 euros. Si tu me demandes 10 000 euros, rester dans mon lit, je reste dans mon lit. Et je pense que c'est celle-là, quand tu disais, ouais, on a beaucoup surutilisé ce terme, je pense que les gens, ils qualifient beaucoup le surmenage de burn-out. Et c'est pour ça que tout le monde est en burn-out. Mais non, mais tout le monde est surmené à un moment donné. Mais le burn-out, c'est très différent. Là, c'est vraiment... Parce que le burn-out, ça peut tuer des gens. Ça peut mettre des gens sur la... Ouais, c'est ça. Exactement, quoi. Tu vois. Le burn-out, ça peut mettre des gens sur la touche pendant 2 ans. Et je pense que quand tu l'as pas vécu, tu te dis, ouais, c'est des gens qui profitent, ça. Tu vois, c'est des gens, ils se cachent. Tu vois, déjà, regarde notre façon de penser. Alors que je pense que quand tu vis vraiment ce truc, en fait, il y a tellement un truc qui s'est détaché de toi que c'est très difficile en fait de retrouver quelque chose auquel te raccrocher et de refaire une connexion avec quelque chose, tu vois. Non, ça c'est deep. Et toi, tu as senti un état comme ça à un certain moment dans ta carrière? Moi, très certainement. Je pense qu'il a très bien résumé les faits. Je pense qu'en fait, en parlant de mon expérience, je pense carrément. Que j'ai tiré à la sonnette d'alarme beaucoup trop tard. D'accord. J'ai eu des signes précurseurs. J'ai eu des choses qui m'ont dit, ouais, en fait, c'est comme s'il y a une dissonance entre ce que tu vis et ce que tu te fais de la réalité de ce que tu vis. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, toi, tu t'imagines, en fait, moi, dans ma carrière, je suis recruteur ou talent staffer, etc. Et en fait, c'est ça que je vois de ma vision de qui je suis. Et que tu arrives au travail, en fait, toi, tu as envie de partager tes valeurs. Moi, je suis dans le recrutement parce que j'aime partager des moments avec des gens. J'aime aider des gens à trouver du taf. Tu vois, toutes ces choses qui ont une valeur ajoutée. Mais après, quand tu vois que parfois, tu as 5 CV et quand tu présentes les 5 CV, que tu as pris ton temps à les qualifier, etc. Et que de l'autre côté, ils ne voient même plus l'humain derrière le bout de papier. C'est que les chiffres. C'est là où pour moi ça a commencé à devenir dur. Parce que c'était en fait moi je suis là pour aider les gens, autant de la société qui recrute, autant de la personne qui cherche du travail. Mais des valeurs que je retrouvais dans mon taf, je les retrouvais pas dans ce que l'employeur attendait de moi et considérait quelle valeur je devais avoir. C'est pas aider les gens à trouver du taf, non, c'est aide-nous à trouver les gens qui savent faire le taf. Et pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et c'est cette dissonance qui a fait que en fait, je mettais plus d'énergie à faire mon travail et je ne récupérais pas assez d'énergie dans mon travail. Ouais, parce qu'il faut que ça t'énergise à un certain moment. Exactement. Ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire là. C'est très deep, effectivement. Est-ce que toi, tu as ressenti déjà quelque chose qui te fait penser à ça? Je pense que ouais, mais jamais à des niveaux où
où tu me donnes 10 000, je me lève pas, tu vois, je vais me lever. Ouais. Je veux dire. Non, on comprend, mais ça c'est la fin du voyage, quoi, tu vois. Ouais, c'est la t'as fin senti du que tu voyage. te rapprochais de ça. Ouais, j'ai senti que je me rapprochais de ça. Et quand c'est comme ça, moi, justement, je déconnecte. Je déconnecte et c'est là les seuls moments où je m'autorise. Tu vas me voir, j'ai pris 3 semaines de congé. C'est 3 semaines, 3 fois, et c'est chaud. Donc, si tu vois que je fais ça, c'est bizarre. Ça veut dire que j'en ai vraiment besoin. Et tout à l'heure, tu as dit un truc que genre, quand on partait en vacances et tout, tu avais peur que... Gros, je suis parti en vacances. Je travaillais dans une boîte de consulting. Je vais pas... Ouais, tu t'en fiches de tout, quoi. T'es en mode, c'est quoi, il signe pas. Et c'est là que tu te dis, en fait, ça, c'est très mauvais signe que je ressente ça. Je suis parti, je suis revenu, j'avais plus de position. Ils avaient changé mon rôle, etc. C'est à partir de ce moment-là que je dis, mais en fait, comme il a dit Shane, je passe mon temps à donner de l'amour dans ce que je fais. Tu vois, je donne du sens à ce que je fais, mais en fait... t'es instrumentalisé. Je suis instrumentalisé. C'est exactement ça, ce sentiment. C'est ce truc de... Ouais. Et quelquefois, après, tu te dis, mais est-ce que je suis naïf? Parce que c'est peut-être ça, la définition du travail. Ouais. Que tu te dis, je suis instrumentalisé, je suis un instrument, je sers à une fin, il n'y a rien d'autre. Alors que moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de burn-out et de gens qui ont fait des changements de carrière à la suite du confinement. C'est vraiment... parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont recentrés sur eux-mêmes. Et une fois que tu es un peu extirpé de ton environnement, de ta dynamique, tu sais, tes collègues, la cafétéria, tu sais, la cantine, on va manger ensemble, on rigole, on va boire un verre, etc. C'est la même dynamique, quoi. Tu vois, une fois que tu es chez toi, tu te dis, en fait, il n'y a plus ces éléments un peu parasites qui m'empêchent de réfléchir vraiment sur le sens de ce que je fais. Et quand je me pose et que je me réfléchis sur le sens que je fais, je dis, mais en fait... je trouve pas de sens dans ce que je fais. Et je suis pas heureux, en fait. Maintenant que je laisse redescendre la pression, je me laisse pas porter par une espèce de vague où je me pose pas trop de questions parce que je suis pris par la dynamique du groupe. Là, je me pose et je dis, en fait, non. Ce que je fais, je comprends pas pourquoi je le fais. Et ça commence à être difficile de me lever et de répondre à mes emails, surtout que j'ai mon lit qui est juste à côté. Non. Là, tu vois ce que je veux dire? Voilà, effet boule de neige, quoi, tu vois. Le confinement, ouais, ça s'est vraiment déroulé. J'ai eu 2 gros moments de ma vie où j'étais vraiment très down. C'était sur la finalisation de mes études, un peu avant mon master, au niveau du bachelier, parce que j'ai quand même... moi, j'ai galéré pendant mes études. Je travaillais pour payer... gros, des fois on mangeait des chips, c'était tendu. Tu connais, ça, ce serait une histoire à raconter, ce fameux call center qu'on a travaillé quand oh on était mon étudiant. Dieu, aïe. Non, donc j'ai galéré. On était payé 3 € de l'heure. Mais je vous annonce. En Belgique, en Europe, en Occident. Mais c'était soi-disant un statut indépendant étudiant et voilà. Donc ils pouvaient nous donner 3 € de l'heure, mais ils allaient nous payer des commissions. Mais c'est ça aussi, tu vois, quand on parle de légitimité, c'est que quand tu as été dans des périodes comme ça, tu te dis non, mais. Ouais, voilà. Moi j'ai vécu la prison. Tu vois, c'était pas normal. Non, mais il y avait ce moment pendant les études où ça allait plus trop et je me disais non, j'en peux plus. Le système, ça va pas, c'est injuste, les R48, les trucs. Je dis en fait, ils veulent pas que je réussisse ici. Tu vois, je me suis dit c'est compliqué, je dois aider toute ma famille. Et c'était trop. Tu vois, pendant les études, c'était trop. Et là, j'ai pu avoir le soutien de ma mère, de ma compagne, etc. Voilà, tu vois. Et après, plus tard, en ayant changé de société, je suis parti en vacances, je suis revenu, j'avais plus de position. Et là, je me suis senti hyper instrumentalisé. Je me suis senti hyper mal, en mode, en fait... tout ce que j'ai fait, c'était dans le vide, j'ai pas de valeur. Et en fait, c'était pas genre un burn-out hyper grand, mais c'était un burn-out positif qui m'a dit, en fait... c'est un dégoût qui te dit, en fait, je suis pas à la bonne place, donc on va changer, quoi. Merci de m'avoir donné ce signe, tu vois. Ouais, et en fait, ça m'a changé la vision. C'est en fait, je me suis dit, en vrai, vu que tout est business, soyons business, en vrai. Toi, t'en as rien à foutre de ma gueule, ok, moi non, je n'ai rien à foutre de la tienne non plus. Je me suis dit, let's go. Tu vois, et ça, c'est un déclic. Mais c'est un très bon parallèle parce que, alors tu te poses la question, il y a le burn-out, ok, il y a la situation où tu te rends compte que tu es en perte de sens et que tu n'es pas authentique avec toi-même et donc tu as un mal-être qui naît. Mais il y a un autre phénomène qui est, pourquoi tu restes alors? Tu vois, et c'est un peu la même dynamique qu'une relation toxique. Je suis avec ma compagne, elle est extrêmement ceci, extrêmement cela, ça me pèse au jour le jour, mais pourquoi je reste? Et c'est ça aussi qu'il faut s'interroger sur les mécanismes ou soit les traumas qui font que nous, on reste quand même dans ce type de dynamique. Est-ce que c'est lié, justement, encore une fois, comme on en parlait, à l'image de l'homme? Parce qu'on se dit, mais non, moi, je dois provide, je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je ne veux pas être perçu comme un homme qui ne travaille pas.
Parce qu'un homme qui ne travaille pas, il n'existe pas dans une société. C'est ça la réalité, il faut mettre les mots. Ouais, Tu vois, ouais. il n'y a pas cette même relation à une femme qui ne travaille pas. Tu vois, ça on dit toujours cette image et elle est très vraie. Si demain, toi, tu es célibataire, tu vas dans une chaîne de fast-food et tu vois une serveuse qui est très jolie, avec qui tu as un bon contact, toi, tu pourrais très bien considérer discuter avec elle sur une base sérieuse, sur une base d'une relation sérieuse. Mais tu as un beau garçon qui travaille dans une chaîne de fast-food. Il n'y a aucune femme qui a une situation qui ne va jamais te regarder. Ça, c'est une réalité. Ouais, On ne dit pas qu'on nous parle d'égalité, qu'on nous parle de aujourd'hui, on a reversé les cartes et finalement, les hommes, les femmes, etc. C'est la même chose. Mais c'est faux. Une femme qui a une très bonne éducation, qui est très bien éduquée, elle va rarement s'intéresser à un homme qui a très peu de revenus ou qui a une instabilité ou qui n'a pas de carrière, etc. Tu vois, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et donc, je pense que ça, inconsciemment aussi, ça te pèse. Parce que tu te dis, ok, je vais partir, mais je vais faire quoi? Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que on en revient à cet aspect socioculturel, à l'éducation. Parce que justement, c'est ça. Je pense que quand on parle de l'exemple de la femme, je pense que la femme, est éduquée différemment qu'un homme d'une certaine façon. De nouveau, je pense que l'homme, quand tu dis pourquoi est-ce qu'on part pas, je pense que l'homme, il va se voir dans ses échecs. Il va le voir comme un échec, il va le voir comme une faiblesse. Tu l'as dit toi-même là tout à l'heure. Une femme ira plus facilement vers une autre femme pour parler de ses échecs parce que je ne sais pas s'il les considère de la même façon que nous. Quand nous, on échoue, tout le monde pointe du doigt. Tu vois, tout le monde va dire ah ouais mais t'as vu, je veux dire j'ai fait un burn-out, des potes ils sont pas là pour dire ah comment tu vas, ils sont là pour te dire ah c'est quand que tu recommences. Tu vois, il y a pire que ça. Je pense qu'il y a une compétence que nous les hommes dont nous les hommes on manque beaucoup et qu'on devrait prendre exemple sur les femmes, et ça c'est un truc que je pense qu'entre nous on a développé ça récemment et c'est extrêmement bénéfique. Mais c'est que de base, un homme, et c'est quelque chose même que les femmes reprochent beaucoup, beaucoup aux hommes, c'est que ta femme va venir t'expliquer un problème, elle va venir te confier par rapport à une difficulté dans sa vie, et toi, tu vas directement basculer sur le rationnel. C'est-à-dire que toi, tu vas venir dire, ah ok, tu as ce problème, bah écoute, moi ce que je te conseillerais de faire, et là tu lui sors un plan d'action. Comme ça tu vas pouvoir résoudre ton problème, etc. Et on fait exactement la même chose entre nous, c'est-à-dire que si moi je vais venir t'expliquer que j'ai un burn-out, tu vas me te dire, ah bah ok, c'est quoi ta situation, t'as quoi comme compétence, est-ce que tu as réfléchi, peut-être tu pourrais faire ça, parce que moi je connais un gars, il a fait une formation, il a fait ça, est-ce que tu as réfléchi à faire ton business, etc. Mais elles sont où les émotions dans tout ça? Le problème c'est qu'on est incapable, c'est une compétence qu'on n'a pas développée, mais ça je pense que c'est pas uniquement socio-culturel, c'est parce que c'est tous les hommes, c'est très rare les hommes où je vais pouvoir venir te voir, te dire écoute, pour l'instant je me sens très stressé par rapport à mon travail, je me sens très mal, je suis triste un peu, franchement ça va pas, j'ai une boule au ventre tous les matins, et où ton ami masculin va juste être capable de t'écouter et te dire ah franchement écoute, je reçois ce que tu dis, c'est vrai que moi aussi ça me fait penser à une certaine période de ma vie, j'avais ressenti ça et j'ai de la compassion pour toi. Et ça s'arrête là. Juste on s'écoute et on fait un peu c'est comme un réseau des cœurs comme ça où on s'écoute et on fait résonner nos émotions. C'est que très rapidement en fait tu vas écouter les émotions de l'autre, tu vas dire ah, je comprends et tout, c'est compliqué, etc. Franchement, courage et tout. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que peut-être si tu faisais ça? Mais quelque part, c'est pas ce que tu as besoin, c'est pas ce que tu as envie d'entendre, et donc tu vas pas aller voir ton pote parce que tu vas dire il va m'écouter mais il va venir avec des solutions alors que je suis pas encore là en fait. à ce stade-là, Je suis pas encore là. Ouais, Là je suis au stade où j'ai besoin juste de sortir ce que j'ai sur mon cœur et d'avoir quelqu'un qui m'écoute, et je sais qu'il va pas me juger, il va simplement m'écouter et que peut-être il va partager avec moi une émotion similaire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si ça fait écho chez vous. Ça fait très fort écho. Tout simplement, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu avais une tristesse à part tes parents ou ta famille ou quoi que ce soit, quand tu étais triste à l'école par exemple et que tu avais envie de chouler et que tu étais là avec tes potes et que tu es dans ton émotion, tes potes ils réagissaient comment? On n'est pas éduqués, nous les hommes, à gérer des réactions émotionnelles en fait. C'est juste ça, parce qu'en disant pleure pas, elle était une petite fille ou quoi, en fait on est en train de te dire ferme la porte sur tes émotions. Tu vois. Donc à partir d'un moment, si ton pote il vient et te dit ouais je me sens comme ça par rapport, ta porte elle est fermée parce que tu l'as scellée sous verrou. C'est une compétence que tu as mais que tu n'es pas conscient que tu l'as en fait. Exactement. Mais du coup c'est difficile. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. C'est comme moi la première fois devant la caméra, c'est difficile, tu vois. C'est quelque chose que quand c'est nouveau, ça te dérange un peu. C'est awkward. Et en fait, c'est juste arriver à passer ce step-là qui aide. C'est ça qui nous a rapprochés aussi d'une certaine façon. Si on n'avait jamais dit, tu sais quoi, parler peut-être...
pour moi, c'est plus on est passé du positif et puis on s'est reconnecté dans du vécu, dans nos expériences. Ouais, Et ouais. on a commencé à parler, et c'est là où ça a Mhm. résonné. Ouais. Et c'est là où je me dis, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on on peut pas faire ça immédiatement? Tu vois, genre, je pense qu'il y a aussi cet Parce que aspect moi, j'en étais pas conscient. Je savais pas que ça existait. Voilà, c'est Bah, ça. C'est ça la question. Et des fois même, je me suis Mm. rendu compte par la suite, c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est que des fois, par exemple, j'ai entendu déjà, parce que c'était plus avec toi que j'avais ce type de réaction, et une fois, enfin ce type de conversation, une fois ou deux, j'ai entendu Trésor s'exprimer d'une certaine manière, Mhm. justement qu'elle est dans le sens de ça, de là où je voulais aller, Ouais. d'avoir cette capacité de dire, en fait, ben voilà, je commence par te parler de mon émotion Mhm. pour te parler d'un problème. Mhm. Et quand je l'ai entendu faire ça, Mhm. j'ai dit, mais en fait, j'avais ces compétences dans mon réseau depuis le début, Et t'as mais jamais c'est juste que été- j'étais pas conscient. Ouais. Ouais. Tu vois, et ces trucs-là, en fait, j'aurais pu l'apprendre de lui Mhm. déjà avant. Ouais. Tu Bah, vois, mais c'est juste qu'il a fallu mon propre cheminement pour comprendre que en fait, il y avait cette compétence et que je l'avais pas. Tu vois, mais parce avant, que- avant c'était un truc que je remarquais même pas. Bah, parce que Tu pour vois. arriver à avoir cette compétence, il faut aussi arriver à admettre où est le problème. Ouais. Et là, de nouveau, on parle de déni. On parle de si tu n'admets pas à toi-même, voilà, j'ai ce problème-là, Mhm. pourquoi tu irais chercher la compétence qui va régler le problème que tu as? Mhm. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Surtout dans comment on a été éduqué, c'est une perte de temps. Pourquoi j'irais perdre mon temps pour un truc que je n'aurais pas besoin dans la vie que je suis en train de mener, dans le train à grande vitesse dans lequel je suis? Ça, c'est la rationalité. Ouais. Mais Ouais. la rationalité, c'est une arme, c'est un outil qu'on a Mhm. et qui n'est pas le seul qu'on a et qu'on peut acquérir. Et je pense que c'est juste, comme il a dit, il faut apprendre et se dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi que des fois, on ne se rend pas compte. Mhm. Et des fois, je me fais violence pour me dire, attention, tu sais pas encore tout. Mhm. Ouais, Tu vois, il y a des choses que tu sais pas et en vrai, faut te former là-dessus. bien sûr. Et des fois, ça fait vraiment se faire violence parce que des fois, tu atteins un niveau où tu te dis, ouais, ok, ouais, ok, ouais, je sais, merci, tu vois. Mais en vrai, quand tu vois d'autres personnes faire ça, Mhm. c'est là que tu te rends compte qu'en fait, non, je sais pas. Tu Mais vois. pour moi, ça vient aussi avec la maturité et les différentes Exactement, expériences. Parce qu'en exactement. fait, c'est de nouveau pour reprendre le jeune qui rentre dans la vie Exactement, active. ouais. Bah, Mhm. il ne sait pas à quoi l'attendre. Tu vois, Ouais. il doit faire ses propres expériences. Mhm. À un certain moment, quand C'est tu pire que commences... pas savoir. Pardon, je pense Ouais. qu'il pense savoir. Il pense C'est savoir, c'est voilà. pire. Ouais, c'est ça Tu le vois. pire, c'est vrai. Ça. Il pense savoir parce qu'on m'a expliqué que ça allait être comme ça. Exactement. Et en fait, c'est là où, où pour moi ça devient compliqué. C'est qu'on m'a expliqué que ça devait être comme ça et qu'en fait, il fallait faire ci et ça pour Mhm. réussir. Ouais, Mais après, ouais. tu fais ci et ça et tu réussis. Mhm. Ça m'a pas donné la gratification que j'attendais. Exactement. Et en fait, Exactement. c'est là où ça commence à bugger, où moi je me dis, mais en fait, j'ai fait tous ces efforts et pourquoi? Tu l'as dit toi-même là tantôt, en fait, ma vision des choses a changé quand j'ai commencé à me poser, à penser à ma famille, à avoir un enfant. Tu l'as dit, Mhm. tu l'as dit dans l'exemple de pourquoi est-ce que tu as changé de société. Mhm. Parce qu'en fait, en grandissant et en gagnant en maturité, en expérience, bah, tu arrives à reconnaître ces choses et tu arrives à reconnaître aussi les lacunes que tu as eues à travers ton parcours. Et te Ouais. dire, ouais, mais pourquoi est-ce que je bute toujours contre ce même mur? Mhm. Et c'est à ce moment-là que tu commences à te poser les questions. Mhm. Et c'est là où je me dis aussi, voilà, c'est à partir de ce moment-là que tu peux passer cette étape de déni. Parce que Mhm. si tu te poses les bonnes questions, bah, tu vas commencer à réaliser des choses. Et c'est là que tu vas te dire, ah ouais, bah, au fait, j'ai ça. Et tu vas parler à quelqu'un qui est à côté de toi et que tu vas te dire, ouais, en fait, tu vois, comme tu expliques l'exemple de Trésor et que tu réaliseras, au fait, Mhm. Trésor a cette compétence depuis le début. Mhm. Ouais. Mais moi, j'étais tellement dans mon monde, dans le truc de, en fait, c'est pas ça mon problème, Mhm. que j'ai même pas été chercher ça chez Trésor. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est complexe. C'est Mhm. complexe, mais c'est vrai que, comme on disait, c'est vrai que quand tu commences ta carrière, non seulement tu penses savoir, mais en plus tu mets tellement d'enjeux autour de Mhm. ça, parce que tu as l'impression que ça va déterminer toute ta vie. Ouais. Tu mets un poids de dingue, et donc tu n'as pas ce recul et cette remise en question. Et je pense qu'après, tu avances dans la vie, et aussi, tu as toujours, à chaque fois, je dis, c'est toujours deux faces d'une même pièce, où Mhm. quelque part, tu as un ego qui se construit, parce que tu Mhm. dis, bah, regarde, moi j'ai réussi, donc moi je sais, les gars. Mhm. Ouais, Tu vois. c'est ça. Moi j'ai Mhm. mon taf, ça se passe bien pour moi, mais qui est toujours comblé en réalité, qui cache une un manque de confiance en toi, un Clairement. doute. Ouais. Tu vois, tu travailles si dur parce qu'en fait, tu as peur. Ouais. Tu as peur de l'échec. Tu as Exactement. peur, t'as peur que le robinet soit coupé et que tu Exactement. retournes là à manger tes pâtes. Tu vois. Mhm. Donc en fait, c'est toujours ces deux faces d'une même pièce. Et tu fais ton parcours. Et puis, comme il disait, en fait, je pense qu'à un moment donné, moi, je me suis posé dans ma vie, je me suis dit, en fait, moi, j'ai été pauvre, Mhm. j'ai été riche, entre guillemets, Mhm. et ça n'a rien changé à mon état, en fait. Exactement. Mhm. Mhm. Si je vais deep en moi, hein, si je vais au plus profond de moi-même, hein, Ouais. parce que les gens ils vont dire ouais mais non, je te promets, j'ai connu très bien gagner sa vie, j'ai connu
ne pas savoir comment tu vas finir le mois, recevoir une facture d'énergie que tu t'attendais pas, et que tu es là, mais attends, mais quel plan de paiement je vais faire pour régler ça? Je vais devoir retourner faire des appels pour 3 euros, soit disant que je vais avoir une commission que j'ai jamais eue, tu vois. Donc j'ai connu ça, tu vois. J'ai connu ces deux situations, et à un moment donné, tu te poses et tu te dis, mais en fait, mon état, comment je me sens ici, il est resté linéaire. Il n'a pas été impacté par ça. C'est-à-dire que tu peux avoir un petit plaisir temporaire, tu as une jolie voiture, tu as des nouveaux vêtements, etc. Et puis voilà, les vêtements, tu les portes et tu t'es habitué, et ça fait quelques semaines, et tu passes à un autre truc, tu vois. Mais l'état profond, quand tu t'arrêtes, tu te dis, en fait, c'est toujours le même, tu vois. C'est ça. Mais c'est toujours le même, mais... et c'est là qu'il faut avoir le recul et la maturité de se dire... il faut vraiment que je me pose et que je regarde tout ce que j'ai fait. Tu vois? Parce que c'est là que tu peux avoir un nouvel élan. Tu vois, moi, quand j'étais vraiment au plus bas et que je suis devenu indépendant, vraiment, l'élan que j'ai pris, c'était en me disant, en fait, j'ai de la valeur. Tu vois? Parce que pendant très longtemps, j'étais dans une matrice. Il faut faire ça, il faut qu'on s'accroche au bateau parce que sinon, tu vois, je risque en fait, de retomber. t'avais lié ta valeur à ta performance. Après, Voilà, en fait, tu te dis, non, j'ai une valeur intrinsèque, en fait. C'est vraiment ça. C'est là où, en fait, je me disais même, purée, j'ai raté de carrière. J'aurais dû être un développeur SAP. J'aurais dû être... tu vois, j'ai raté ma life, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je me disais... Je savais pas que j'avais de la valeur. Il y avait plein de gens qui m'envoyaient des emails sur LinkedIn, etc. Ouais, monsieur tatata. Et moi, c'était pour que je refasse encore la même chose là-bas. Laisse-moi tranquille, tu vois. Le truc, c'est que c'est beau et c'est triste à la fois. C'est qu'on se surprend constamment. Dans le sens où tu te souviens quand on a commencé. Et déjà, quand tu voyais les gens dans ta boîte qui gagnaient un certain revenu, tu gardais ça un petit peu, un peu avec envie, mais aussi avec beaucoup de doutes sur le fait de ta capacité à atteindre ça. Exactement. Après, tu l'atteins. Tu te dis, ok, bien. Mais après, si maintenant je prends par rapport à des situations actuelles, donc nous, notre job dans une agence de recrutement, c'était qu'on travaillait principalement avec des indépendants dans l'informatique qu'on plaçait chez des clients. Donc, ils facturaient la journée de certains montants. Mais je dis, à cette époque-là, jamais tu te serais dit, un jour, ça pourrait être moi. Moi, je suis un pauvre recruteur, frère. Exactement, tu te disais, et après, tu te surprends dans la vie, je fais partie de la machine. Et c'est plus tard que tu avances dans ta vie et que tu te dis, ah, mais ça aussi, c'était possible. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y a peut-être encore 1000 choses devant moi qui probablement sont possibles. Mais je le sais pas. J'ai simplement des pensées limitantes. Exactement. Et c'est là que tu débloques le truc. C'est vraiment ça. Tu vois. Mais je pense qu'au-delà de ça, parce que ça, c'était bien pour l'aspect de se surprendre et de gagner en confiance en soi. Mais à un moment donné, quand on parle de ma relation avec le burn-out, c'est à un moment donné, je me pose la question de, ok, mais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et moi, j'ai toujours eu un truc que j'ai aimé regarder, qui reste toujours dans un coin de ma tête, c'est toujours les personnes âgées qui sont en fin de vie. Tu sais, qui sont dans les maisons de repos, etc., qui ont plus de 90 ans, 100 ans, etc. Et on vient toujours leur poser ces questions-là, voilà, c'est quoi les regrets dans vos vies, etc. Et c'est jamais, tu vois, c'est jamais les regrets qu'on pense. Tu vois, c'est jamais les regrets, c'est toujours les regrets de, mais j'ai trop fait attention au regard aux gens. J'ai pas fait ce que j'aimais. Tu vois, j'ai pas pris de risque là de faire un truc qui me plaisait. Tu vois, parce que j'ai préféré la sécurité pour avoir une maison, comme ça je pouvais transmettre un patrimoine, etc. Et là maintenant tu te dis, mais moi non, je suis en fin de vie, tu sais, la maison, je m'en fous, je suis quand même dans une maison de repos. Non, mais moi, ce que j'aurais kiffé, c'est là ne pas avoir de regrets. Tu vois, si mon truc c'était la musique, ben, j'aurais aimé tenter la musique. C'est ça. Si mon truc c'était de faire de l'art, de n'importe quoi, des vases, de la poterie ou ce que je veux, ben, j'aurais voulu faire ça. Non, c'est trop tard, tu vois. Moi, ça reste ma phobie, et c'est ça qui fait que je suis un peu, tu vois, aujourd'hui où j'ai l'impression de naviguer autour du burn-out, parce que je me dis, non seulement je trouve pas de sens profond dans ce que je fais, mais en plus de ça, je ne me reconnais pas dans ce que je fais, je ne me reconnais pas dans cet environnement-là. Leur valeur ne fait pas écho aux miennes, et j'ai l'impression que, et là c'est bien pire encore parce qu'on est indépendant, j'ai l'impression que je suis pas instrumentalisé, j'ai l'impression que je m'instrumentalise, et c'est encore pire. J'ai l'impression que, parce qu'on a toujours cette logique de se dire, mais voilà, en fait je fais ça en attendant, parce que ça me permet d'avoir des revenus pour faire des trucs que j'aime. Et au final, tu te mets pas de limite et tu repousses toujours le truc. Et c'est un petit peu un cadeau empoisonné, et c'est un petit peu l'hamster qui court dans sa roue. Et c'est ça que c'est vraiment ça que je ressens en fait, l'hamster qui court dans sa roue. D'accord. Et à un moment donné, qui dit, non mais en fait moi j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller boire l'eau là. Non, mais il faut... Ça fait longtemps que je cours dans cette roue.
T'inquiète. Mais si Et je vois à travers ma vitre à travers ma cage, le monde il est beau. Il est Et grand. moi je reste au même endroit. Ouais, Parce ouais. que j'ai peur de sortir. Ouais. Tu vois? Ok, mais non, c'est une bonne vision, c'est deep, c'est très bien. Maintenant, je pense que la rationalité justement est quelque chose qui nous permet après d'atteindre nos objectifs, excusez-moi. Tu vois, quand on a un job alimentaire, ben voilà, c'est pour se nourrir, c'est pour faire en sorte que sa famille s'en sorte, etc. Et ça, c'est une époque où on avait des jobs alimentaires. Ouais. On a passé des étapes, on a passé des caps. On n'est plus au job alimentaire. Mhm. On est à je fais quelque chose qui me plaît, ou du moins je suis sur la voie de faire quelque chose qui me plaît. Mhm. Mais comme on a la chance encore d'avoir cette rationalité, on sait très bien qu'aujourd'hui, moi je suis dans la musique, tu vois, pour investir sur soi-même et pour faire certains projets, t'as pas le choix. Il faut des pesos. Ouais, exactement. Après, t'as d'autres choix à faire. Mhm. Soit tu prends le dark side, soit tu prends le bright side. Et ça, c'est ta rationalité qui va te permettre d'aider parce qu'on a la chance. Il y a certains... Si j'étais né dans certains endroits du monde, même de la France, on va dire. Parce qu'en Belgique, vous faites les cons, mais on a beaucoup de chance. Tu vois. Ils viennent pas en masse pour rien. Voilà, tu C'est vois, ça. j'aurais pas la même chance d'avoir cette rationalité. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, maintenant, je sais que, Ouais. ok, même si j'ai l'impression peut-être de... parce que je te rejoins, de courir dans quelque chose, en fait, j'ai enclenché déjà quelque chose qui fait que plus tard, j'aurais pas le regret de au moins avoir essayé. Tu Ouais. vois? Mais est-ce que tu penses pas que c'est dû justement à avoir réalisé que tu étais dans cette roue d'hamster, comme il dit, Ouais. à courir et pas C'est- forcément avancer? C'est une perception. C'est pour ça que je dis toujours, Ouais, c'est une faut perception. regarder là où vous êtes, et là où vous étiez et là où vous êtes aujourd'hui. Très, très clairement. Mais ce que je veux dire par là, c'est une perception, mais de nouveau, c'est une réalisation que tu fais par rapport à la perception que tu avais, parce que tu aurais pu rester dans cette rengaine et Carrément, te dire ouais. qu'en fait, le job, ça reste alimentaire. Et, Oui. et que c'est pour ça que tu n'oses peut-être pas sortir de ta piscine, parce que tu Mhm. te dis, au fait, si je change de job ici, en plus dans l'environnement dans lequel on était tombé, par exemple, Mhm. c'était un job qui ramenait des gros pesos, Mhm. et à ce moment-là, quand tu retournes dans un job en tant qu'employé ailleurs, bah, c'est pas la même chose, hein. On parle pas des Ah, mais mêmes là, commissions et des trucs du genre, tu tu vois. parles vraiment de quelque chose là, qui m'est arrivé. Ouais, Et- Ouais, et retour à la réalité quelque part. Retour à la réalité où il faut Exactement. comprendre, les commissions c'est parti, tu négocies des trucs, tu dis, moi mais c'est comme ça, je savais pas que c'était comme ça. Et puis c'est là que tu te rends compte qu'en vrai, là-bas, tu étais déjà dans une matrice et tout, bien sûr. et que là, tu es dans une autre matrice, dans un autre business, et c'est là où tu te sens vraiment enfermé en mode en te disant, non en fait, ni l'un ni l'autre, ça me convient pas. Exactement. Et là, tu dis quoi? Il faut que je m'écoute. Ouais. Et qu'est-ce Ouais. qui est important pour moi? À ce moment-là, je me suis dit, en vrai, même si je me suis dit, il y a différents moyens d'arriver à un même endroit. Mhm. Tu vois? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Ouais. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'arriver à vivre de la musique. Mhm. Pas de ma musique, De la musique. ouais. dans la musique. Tu Ouais. comprends? Ouais, très Donc, bon. peu importe le chemin que je vais emprunter, il faut que à 60 ans, je fasse quelque chose qui a un rapport avec ça et qui me génère de l'argent. Mhm. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ce qui veut dire qu'il va peut-être falloir que je fasse des sacrifices sur certaines choses. Peut-être qu'arrivé à un certain âge, ben, ma carrière propre solo, il faudra que je la mette en pause pour, tu vois. Mais je me suis dit, ce qui est le plus important pour moi, c'est de faire quelque chose dans un domaine que j'aime. Mhm. Tu vois? Maintenant, comment je fais? Et pour savoir comment faire, là, je suis obligé de prendre la rationalité. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est OK, je suis dans des endroits business où les gens pensent qu'à eux-mêmes, etc. On va penser comme eux. Et c'est là où ma perception change. Je veux dire, je vais arrêter de m'instrumentaliser, mais maintenant, je vais commencer à me servir de eux, entre guillemets, Mhm. avec respect. Le problème, c'est comme dans une relation. Le problème, c'est que Ouais. eux aussi font la même chose, tu vois. Exactement. Et t'as ce truc pervers, toxique, un peu Mais à malsain, partir tu du moment où tu trouves sais, ton compte, Ouais, c'est tu ça. sais c'est quoi que tu sais ce que Ouais. tu payes et tu sais ce que tu tu vois ou reçois. pas? Ouais. T'as ce truc transactionnel. Où tu quoi. sais, quand les gens, c'est des amants toxiques, ils savent qu'ils sont toxiques. Tu Ouais, ouais, captes? ouais. Donc, quand tu sais, tu sais. Et là, tu vois, là, la perception, tu permets de la twister et de changer, de passer à un cap. Et à ce moment-là aussi, je me suis dit, donc je me suis écouté. Tu vois, c'est vraiment, je me suis écouté, qu'est-ce que j'aime, tu vois. Et moi, j'ai dit, pour moi, c'est important. Tu vois, on a eu la même discussion avec ma compagne. Elle a dit que finalement, elle était dans des trucs en lien avec la chorégraphie, la danse, etc. Tant qu'elle a toujours un pied dedans d'une manière ou d'une autre, qu'elle donne des cours, ceci, ça suffisait. Mais moi, je voulais vraiment être active là-dedans. Mhm. Mais je me suis dit aussi, attends, j'ai un parcours. Et ça vient du socio-culturel. J'ai un parcours de vie. Je suis né au bled, je suis arrivé ici. Ma mère, elle a traversé la Méditerranée, tout ce que tu veux. Je peux pas juste être normal. Exactement. C'est Mais mort, ça- c'est ça aussi, impossible. c'est un Tu poids de vois. ouf qu'on se met parce qu'on se dit tout ça. Mais- Parce qu'en fait, c'est comme si tu veux faire. Mais c'est Tu te dis pour que mes épreuves
valent la peine, Et- en fait, et un sens- il faut que, pour que ça ait un Ouais. sens, tout ça, il faut que je sois extraordinaire. Ça, c'est Parce une que ma vie autre- n'était pas ordinaire. Mais alors là, j'ai envie de te dire que je comprends pourquoi tu dis ça. Et on s'est longtemps mis ce poids-là, tu vois, parce que on voulait donner du sens à ce que nos parents ont donné pour nous. Même ce vécu, que nous, on tu a vois. vécu personnellement. On se dit, Ouais. en fait, ça n'a pas de sens si c'est pour avoir la même vie que tout le monde. Parce que Ouais. lui, il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Exactement. Donc, si j'ai la même vie que lui, au final, je me Ouais. suis fait carotte dans l'histoire. C'est ça. Mais en vrai, c'est plus loin que ça encore. Il y a ce truc-là où du coup on se met un poids qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'on a envie de give back, tu vois. Ouais. Mais au-delà de ça, tu te dis en fait par rapport à tout ce que j'ai vécu, moi qu'est-ce que je veux? Et moi je veux la même chose que un rappeur français très connu qui s'appelle Booba. Je veux la liberté. Mhm. Tu vois? Et maintenant, dans ma rationalité, je me dis, c'est quoi la liberté dans ce monde en 2023? C'est quoi? Ben, c'est faire ce que je veux, quand je le veux, où je le veux. Mais qui peut vraiment faire ça? Personne. C'est des personnes qui, tu vois, qui ont quand même atteint un certain stade, qui peuvent se le permettre. Est-ce La que c'est liberté, vraiment- c'est un prix. Est-ce que c'est vraiment ça, la liberté? Je C'est pense un que- autre débat, mais en tout cas, moi, je me suis demandé qu'est-ce que je veux et la liberté. Et pour moi, la liberté, c'était quoi? C'est de pouvoir faire ça d'une part. Et la deuxième chose, c'était par rapport à la famille que je suis en train de construire, Ouais. pour pas répéter certaines choses qui ont été faites, je veux vivre avec mes enfants et pas pour mes enfants. Et ça, Ouais. c'est quelque chose qui, dans ma famille, on n'arrive pas à comprendre. Non, tu dois tout faire pour tes enfants. Si tu dois travailler jusqu'à 19h, etc. Et tu dois t'habiller en... Non, moi, je veux kiffer ma life. Parce que comme tu l'as dit, à 95 ans, j'ai envie de me dire, non, gros, on est parti en vacances avec les enfants, on a fait ça, on s'est habillés tous les deux en Prada ou je sais pas quoi, tu vois. Je veux pas... Tu vas avoir créé des moments intimes avec eux et tu veux pas avoir vu leur vie passer. parce Je que veux t'étais au vivre boulot, avec quoi. eux Voilà, et exactement. leur donner un héritage. Mais je veux pas vivre pour eux parce que nos mères et nos pères ont vécu pour nous Exactement. et on les en remercie fortement. Mais j'ai pas envie de répéter le schéma parce que quelque part, Ça laisse des séquelles. on va répéter la même Exactement. chose Ça et on va ouais. créer des frustrations. Tu Ouais. vois, c'est là que je voulais en venir par rapport voilà, à écoute-toi et quand tu Mais- t'écoutes, tu sais ce que tu veux. Justement, est-ce qu'on Ouais. s'écoute vraiment? Parce que moi, toute la Ça, c'est réflexion une que bonne j'ai, question, ouais, toute c'est la une bonne réflexion que question. j'ai, parce que c'est très difficile de savoir quand tu t'écoutes ce que tu écoutes. Ouais. Tu vois? Parce que tu parles beaucoup de rationalité, mais il y a une Ouais. chose qu'on oublie beaucoup quand on parle de rationalité, C'est les émotions. c'est que la rationalité, c'est simplement une procession de tes émotions. Ouais. Parce que c'est parce que tu as peur que ta rationalité te dit, bah, écoute, on va prendre un chemin qui a une certaine sécurité et qu'on va faire ça comme plan, etc. Mais à la base, c'est une émotion. Tu vois? Non, bien sûr. C'est juste une façon de process. Et moi, quand je faisais le parallèle par rapport à tout à l'heure, je me dis, regarde, quand on se regarde au niveau de notre carrière, on n'a pas arrêté de se surprendre et de voir qu'on était capable de. Et c'est juste qu'on avait des pensées limitantes et qu'on nous a convaincus que. Oui. Et je me dis, est-ce qu'au-delà, on n'est pas exactement en train de faire la même chose? Est-ce que là, en réalité, si on arrêtait maintenant et qu'on écoutait notre cœur et qu'on faisait ce qu'on aime, sachant qu'on est bon là-dedans, est-ce qu'il n'y aurait pas uniquement la réussite à la clé? Alors, Et est-ce que c'est pas simplement des craintes et des pensées limitantes qui nous font rester dans cette roue, tu vois? je vais te répondre avec ce que je pense personnellement. Je dis que oui. Mais je dis pas oui dans un sens défaitiste. Je dis que oui parce que la vie m'a appris que elle était faite de cycles. Tu vois? Et il y a des fois, on est dans un cycle, tu vois, et on va basculer vers un autre. Ouais. Et c'est le fait de pouvoir constamment se rendre compte de ça, qu'à un certain moment, il faut y aller, il faut passer à l'autre vitesse, comme on dit, qui nous permet d'avancer. Donc ce que tu dis est vrai. On a des pensées limitantes qui nous donnent l'impression qu'on ne peut pas passer en deuxième. Mais en fait, non, le moteur, il est en train de dire, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut, mais il faut que tu le fasses. Et tant que tu ne le fais pas, ça ne va pas aller. Et si tu restes là, tu vas casser ton moteur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être dans des situations presque burn-out, tu vois. Et oui, en fait, parce que comme c'est des cycles, là, on est dans un cycle où, en fait, on est censé tout lâcher et se concentrer que sur ce qu'on a envie de faire, etc. Et il y a cette partie de rationalité qui nous dit, attends, parce que, tu vois, moi, par exemple, j'ai une famille, etc. Moi, je pourrais tout lâcher, partir demain. Mais aujourd'hui, je suis plus tout seul. Et les gens qui sont avec moi, ils pensent pas comme moi. Exactement. Et c'est là où j'écoute les émotions des autres. Tu vois? Qui pensent pas forcément la rationalité comme moi, genre, non mais attends. Mais c'est pas forcément l'anarchie, je pars et je fais ce que je veux. Mais c'est de dire, en fait, C'est écouter à 100%. Hein. non, C'est ça que tu veux dire. plutôt dans le sens, en fait, il y a plein de trucs que je fais que je kiffe et que je pourrais faire et qui pourraient me rapporter de l'argent. Ouais. C'est juste que moi, là, en fait, je reste dans ce que je connais parce que j'ai peur. Moi, c'est ce que je ressens pour Parce que, l'instant. ouais, parce Je que me t'as dis, peur. tu vois,
C'est normal. C'est pas genre en mode, je sais pas, moi, imaginons demain, je veux faire une série pour Netflix. Ouais. Il est évident que je peux pas arrêter maintenant tout ce que je fais Pour et aller- commencer à faire des petites vidéos dans ma chambre et dire je vais aller faire une vidéo pour Netflix. Tu vois, Exactement. c'est évident qu'il y a des steps. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a plein de trucs que je pourrais faire entre eux. Aujourd'hui, qui vont me permettre de faire ce que j'aime et de gagner de l'argent et d'arriver à ce chemin éventuellement un jour ou l'autre. Tu vois, mais que en fait, j'ai des pensées limitantes et j'ai des craintes qui m'empêchent d'y aller aujourd'hui. Mais je sont sais que justifiées, le jour où je vais faire le pas et que je vais faire mes bails, je sais que dans 2 ans, je vais me regarder, je vais dire putain, j'étais con il y a 2 ans, j'aurais dû y aller plus tôt. Je savais que je pouvais le faire. Pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est là où je te dis que rien n'arrive au hasard. Je sais pas si toi je sens que Non, je suis en train de ça me chauffer, t'inspire. là. Ouais, vas-y. Je sens que là ça chaud. résonne un peu, mais en soi, je pense que vous avez. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui a raison ou qui a tort. Je pense que c'est un peu. L'un est un peu lié à l'autre. Je pense que tout est une construction d'eux. Moi, ce que j'ai appris quand j'ai traversé ce moment de burn-out, c'est qu'en fait, beaucoup de choses qui sont liées à ton burn-out sont liées à ta perception. Bien sûr, hein. Sont liées à ta perception parce que c'est ta réalité qui fait que tu te sens comme tu te sens. Ça peut être t'es au travail et que tu es en train de faire un truc tranquille et que tu es en train de bosser, que tu as ta collègue qui passe et qui dit juste un truc qui va te trigger. Ouais. Et en fait, ça va te pomper plus d'énergie que ça va t'en donner de nouveau. Et c'est un cercle vicieux. Et je pense que en soi, tout est lié à ça. Et c'est ce que lui aussi dit, c'est la perspective qu'il a. Est-ce qu'il identifie bien sa peur? Oui. Ouais. Est-ce qu'il identifie bien sa peur? Est-ce que la peur, c'est la crainte de, en fait, je vais le faire et je vais me planter? Et c'est juste ça qui me fait peur. Je sais que je vais me planter, tu vois? Et c'est pour ça que je commence pas. Ou est-ce que c'est plutôt la peur de, ça, je connais pas. Et du coup, je vais le tenter. Parce que c'est aussi une peur à avoir. C'est aussi parce que tu connais pas. C'est de l'inconnu. C'est ça qui fait peur. Je pense qu'il y a même une autre peur et qui est liée peut-être à des profils qui ont des parcours comme les nôtres, et qui est une peur sur laquelle il faut mettre le doigt dessus. C'est quelquefois tu as peur de voir à quel point tu peux être extraordinaire en fait. Tu as peur de voir à quel point tu peux être génial, tu as peur de voir à quel point tu peux être grand. Toi, cette réussite, tu dis je peux le faire, mais j'ai peur d'aller la chercher là maintenant parce que c'est un peu trop là pour moi à ce stade-là. Si elle tombe là maintenant. Tu vois, ça, je pense que c'est très intéressant. tu vois, ce que tu dis, et ça, je pense qu'on est beaucoup à avoir peur de notre propre grandeur, et c'est pour ça qu'on se met aussi des freins, parce qu'au fond de toi, en fait, il y a une voix qui dit mais tu sais très bien que tu peux le faire, pourquoi tu n'y vas pas? Mais en fait, ce que tu dis est vraiment, c'est punchline. Ça fait partie des choses que non, mais c'est vrai, ça fait partie des choses que je ressens parce qu'il y a des choses que tu sais que Parce que ça fait flipper, c'est tellement loin de là où on vient, ça allait très loin ça, tu vois. et c'est là que j'ai envie de te dire que tu dois composer avec tous les éléments qui t'entourent. Tu vois, ces gens, si j'avais 19 ans, tu vois, aujourd'hui, là, je suis plus là. Je suis à Los Angeles, mon frère, en train d'être avec Netflix et tout, t'as vu. Mais- Là, parce que j'ai eu cette discussion, moi, je fais de la musique, tu sais. J'ai eu cette discussion avec ma compagne. J'ai dit, mais en vrai, toi, là, si demain je pète, là, et que je vais faire 3 tournées de 30 dates, etc., que je reviens dans 5 mois, t'es pas prête, en fait. Tu vois? Donc non seulement toi t'es pas prête, moi je suis pas prêt dans le sens où il faut mettre plein de choses en place, etc. Il faut que je m'organise, tu vois. Mais comme tu dis, on a peur de notre grandeur parce que si je me mets à aller à Amsterdam, Paris, tous les week-ends, etc., avec la détermination que j'ai, je sais ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ça arrive là maintenant, demain, imagine, parce qu'aujourd'hui, on est dans une autre ère. Ouais. Tu mets un truc sur TikTok et tout, et ça pète. Je dis, nous on est parti 2 mois. Tu vois, donc ce que tu as dit est vraiment vrai. On a peur de à quel point on peut être extraordinaire. Et là, je pense qu'on se le fait de manière un peu consciente. On se met quelques limites en se disant, ouais, attention, step by step. Mais ça, c'est un vœu. Step by step, parce qu'en vrai, on pourrait y aller, tu vois. On pourrait aller direct. On pourrait y aller direct. Mais je pense que le plus important dans l'histoire que tu racontes, c'est quand j'avais 19 ans, je serais parti direct. Ouais. Parce que tu étais seul. Il n'y avait que toi sur qui comptait. Et voilà, il y c'est avait vraiment ça. Il n'y avait que toi qui comptait sur toi. C'est Tu vois, ça. c'est pas que tu avais une femme, des Ouais. enfants, etc. qui, mine de rien, comptent sur toi. Et c'est là où je trouvais ça beau quand tu disais ouais, je veux pas vivre pour eux, mais je veux vivre avec eux. Ouais. Donc en soi, la question que j'ai envie de te poser à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui t'empêcherait de partir du jour au lendemain et même de les prendre avec, par exemple? Que les personnes, tout le monde n'est pas d'accord avec ce choix. Ben voilà, donc C'est pour ça. C'est le point que je voulais faire. C'est Ouais. qu'en fait, à partir du moment où tu n'es plus seul, tu dois prendre en considération
la vie et les avis, les sentiments des autres. Exactement. Et c'est ça qui plus tu avances dans la vie, plus ça devient difficile de prendre ce type de risque, je pense. Parce que tu mets toujours ça dans la balance. Et c'est ça qui crée des plus grandes frustrations. Exactement. Mais est-ce que tu le ferais vraiment si tu avais 19 ans? Parce que Bien le problème, sûr. c'est qu'avec Ouais. des perspectives, des fois, tu vois ça avec tes lunettes d'aujourd'hui, tu Oui. vois le trésor de 19 ans. Oui. Mais si tu te revois avec tes lunettes de 19 ans, peut-être tu te dis, non, mais la daronne, elle a besoin de moi. Peut-être tu te dis, ouais, mais non, en fait, moi, c'est maintenant que je dois accumuler des années d'expérience dans un taf, parce que sinon je vais avoir un trou. T'as vu déjà avec mon profil et tout, je vais revenir, je vais dire ouais les gars, moi j'ai tenté de faire du rap, ça n'a pas fonctionné, je reviens, j'ai 23 ans. Et t'as des craintes qui commencent à naître, tu vois. Tu te dis, et puis même, peut-être qu'il faudrait que je travaille 1 an ou 2 pour mettre un peu d'argent de côté avant de partir, tu vois. Et puis pendant que tu mets cet argent de côté pendant 1 an ou 2, tu te retrouves exactement dans le même groupe qu'on est actuellement. Ouais, mais il faut être rationnel parce que tu vois, ceci, cela. Donc quelque part, c'est toujours des questions de perception, et c'est ça moi c'est ça qui m'agace dans ma situation actuelle. C'est que tu te dis mais en fait ta même situation, selon que je me mette de cet angle là ou de cet angle là ou de cet angle là, ben, j'ai 4000 chemins qui s'ouvrent dans ma tête. Et je me dis mais comment savoir c'est quoi le bon, tu vois. Et c'est ça qui est très lourd à porter. Après, je pense que ça fait aussi partie des signes du burn-out. Je pense que quand tu as ces 4000 chemins qui se présentent, normalement, tu vois, à un certain moment, quand tu as l'esprit reposé, le corps reposé, tu arrives à... C'est une fuite en fait, tu veux te barrer à toute vitesse et tu te dis vas-y, le premier chemin qu'il y a... Même pas ça, pour moi, c'est quand tu as l'esprit reposé, le corps reposé, tu arrives à relativiser certaines choses. Tu vois. Quand tu es fatigué, que tu es à bout, que tu te réveilles... tu n'es plus clairvoyant. Tu n'es plus clairvoyant, tu as le nez dans le guidon. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu as le nez dans le guidon, c'est que peu importe, si tu te lèves le matin avec cette pensée négative, elle sera là de toute la journée et tout ce qui va rentrer sera négatif. Et c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à reprendre cette énergie. Et en fait, pourquoi je parlais de perception là tantôt, c'est parce que finalement, cette pensée négative que tu as au matin, c'est parce que c'est en toi, c'est toi qui penses comme ça. Bien sûr. Toi, c'est pas qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui va te trigger, c'est juste toi qui vas penser comme ça au matin. Et tout ce qui va te ramener à cette pensée va te trigger. Ouais. Et c'est ça qui va te pomper de l'énergie. Tandis que si en réalisant ça, tu te réveilles le matin et tu te dis, ouais, en fait, fuck that shit. Je vais pas penser à ça. Tu prends la journée d'une autre facette, tu vois, d'une autre façon aussi. Et tu seras moins frustré par rapport à des choses et tu te permettras de nouveau avoir de la positivité dans certaines choses. Mais pour moi, quand tu arrives à ces 4000 chemins et que tu es mort, fatigué, épuisé et que tu es sur les rotules, tu vas pas penser au chemin positif. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans le burn-out, c'est que quand tu as envie de t'en sortir du burn-out, c'est d'autant plus de s'en sortir parce que ce qui est la source de ton burn-out est souvent la source de ce que toi, tu penses avoir besoin pour continuer à survivre. Mais en fait, pour moi c'est différent du burn-out, parce que pour moi, ça fait plus écho à ce que expliquait Trésor tout à l'heure quand il parlait de burn-out positif. Le burn-out positif, ça n'existe pas. Je pense que ce que c'est qu'à un moment donné, en fait, en tout cas dans ma manière de procéder, c'est que je me bats beaucoup avec moi-même. Donc je vais internaliser mes conflits, je vais internaliser mes questionnements, mes peurs, etc. Et c'est comme si je me crée plusieurs voix qui sont en train de débattre les unes avec les autres, plutôt que de faire ça avec des gens qui m'entourent. Tu vois, ce qui serait la solution pour pas avoir 4000 chemins dans ma tête, by the way, tu vois. Et donc en fait, tu es là en train de te battre, etc. intérieurement. Et je pense que ce que tu as ressenti quand tu as voulu quitter cette boîte et ce que moi je ressens en ce moment, que je commence à ressentir, c'est en fait que toutes ces voix, elles commencent à fatiguer. Elle fatigue, elle commence à baisser les bras, elle commence à dire, tu sais quoi, fais ce que tu veux, mec. Et ce petit fais ce que tu veux, ils arrêtent tous de parler, mais fais ce que tu veux, c'est là où j'arrive à écouter mon cœur. Et mon cœur, il dit, non, en fait, il faut que tu ailles là. Tu vois. Mais c'est parce qu'il y a vraiment une fatigue mentale qui s'est créée de, en fait, et toutes ces petites voix qui me disent, il faut faire ci, il faut faire ça, ouais, mais peut-être parce que tu penses comme ça, peut-être, tu vois. En fait, à un moment donné, elle se fatigue. Et ça fait 2 ans qu'on te fait ça dans ta tête. On n'est pas fatigué, gros, mais nous, on est fatigué. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. mais c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment s'écouter et se dire qu'est-ce que je risque. Et en plus, il y a... Non, mais ça, vraiment. Parce que c'est une perspective ce que tu risques. Oui. Au pire de cas, même je me plante, mais je prends un job même en tant qu'employé. Il est où le problème? Pourquoi moi je me fais un monde de ouf? Mais c'est ça. Tu craches ta boîte, tu seras pas le premier, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est en fait te dire que, et c'est ça que m'avait dit ma mère un jour quand je me suis lancé. En fait, des fois ma mère elle est à l'ancienne et tout. Après des fois elle sort des punchlines. Non mais je te jure, elle m'a dit ce que t'as dit. Donc j'ai dit ouais, je sais pas trop et tout. Ah mais mon fils, depuis que t'es le secondaire, tu dis que tu veux être un businessman, blablabla, etc. Elle me dit là, tu t'es déjà tellement donné. T'as déjà fait tout ce qu'il fallait, t'as ton diplôme, t'as tes trucs.
si maintenant tu rates, la pire des choses que tu peux faire, c'est d'avoir un job normal. C'est ça. Et ce jour-là, je dis, mais c'est chaud ce qu'elle m'a En dit, plus, tu vois. t'es en Belgique, mais au Ouais. pire des cas, t'as le chômage, t'as les aides Et je me sociales, suis tu dit, t'as toujours un truc pour rebondir, quoi. tu vois. Ouais, et je me suis dit, en vrai, un job normal, vu que c'est déjà extraordinaire, Ouais, c'est ça. tu vois, je me suis dit, mais en vrai, tu vois, ça m'a boosté. Ouais. Et je me suis dit, en plus, elle a dit en mode, tu vois, je fais deux, trois trucs, 2 beignets, tu vois, elle disait ça entre 2 trucs. Mais moi, ça m'a, tu vois, Toi, ça t'a attrapé, ça a résonné chez toi, quoi. ouais, je me suis dit, damn. Je me suis dit, mais, ouais, en fait, C'est ça que vas-y. tu te rends compte en fait dans des moments comme ça, tu dis en fait mon cerveau il est en train de me tromper, il est en train de Oui. me trick depuis le début. C'est comme Et tu quand sais, j'ai ouais, et quand j'ai quelqu'un qui vient, il rentre dans ma tête, il fait non mais regarde un peu comme ça en fait. Ouais. ouais. Et là tu dis ah ouais. Et c'est vrai, Ah ouais, là ça change tout. Et non, je rejoins vraiment, je rejoins ce que tu dis. Et je pense que là, je pense qu'on arrive vraiment à, pas une forme de conclusion, mais beaucoup de choses sont sur les perceptions Ouais. et les propres limitations qu'on se fait. Et je pense que la plus grande pression qu'on peut avoir, c'est celle qu'on se met à nous-mêmes. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Et à un certain moment, même si ça fait peur, je pense que s'écouter, même si c'est pas à 100%, je pense que ça commence par là. Et de tout remettre pas en question, mais en perspective, se dire, ben, vas-y, qu'est-ce que je risque, je teste, voilà. Est-ce que je suis en mesure de tester à ce niveau-là, compte tenu de ma situation? Et tu adaptes, en fait, mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Tu vois, tu n'auras pas de regrets. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans la vie que les regrets. C'est vraiment, je crois que ça peut tuer un homme, ça peut tuer, je veux dire, il n'y a rien de pire. Donc, non, moi, je pense que, voilà, je pense qu'on a. Mais on je attend. pense que très clairement de toute façon le prochain épisode il va très probablement se tourner plus vers les solutions parce que là Mhm. on a un peu parlé de nos vécus. Mhm. Le prochain épisode ce serait bien de parler de à qui t'en parles, Ouais. Mhm. comment t'en parles, Mhm. justement comment tu sors de ça. Parce qu'on parle beaucoup de perception, on parle beaucoup Mhm. d'être enfermé dans sa tête, Mhm. mais tout ça, ça revient sur le début du sujet. Mhm. Ouais, C'est que si exactement. l'homme ne pleure pas et que l'homme ne parle pas de ses émotions, et que l'homme ne communique pas avec sa partenaire, avec sa mère, avec ses amis, etc., Mhm. forcément, il internalise tout. Et le Exact. problème, c'est que les émotions qu'il internalise, comme il sait les traiter que d'une seule façon, c'est les Mhm. rationaliser, Mhm. mais il les rationalise, et donc il a plein de pensées dans sa tête, il a plein de perspectives, Mhm. et il tourne en rond, alors qu'en fait, tu devrais balayer tout ça, Mhm. voir tes émotions, et les connecter avec quelqu'un d'autre, parce que c'est là, en fait, que tu vas te rendre compte Mhm. que ce dont je te parle, et ce dont je te parle, mais toi aussi tu le vis, toi aussi tu le vis, Ouais. et le Mhm. fait que je vois que tu le vis, et que simplement tu m'en parles, mais que tu sois pas dans une dynamique de ben voilà, on va rationaliser ensemble, on va trouver des solutions, mais simplement on s'en parle, Ouais. déjà tu te sens moins seul. C'est ça. Tu dis ok, il y a C'est une ça. connexion, en fait on est à 3 à vouloir réaliser ça. Mhm. Et puis tu dis mais toi tu le sens comment, toi tu le sens Mhm. comment, tu vois, toi tu réagis comment quand tu te sens comme ça, Mhm. Mhm. tu vois. Et moi j'avais une peur en fait, et je me suis rendu compte que cette peur, ben, c'était Dû à ça, c'était le produit d'une certaine rationalisation, de peur par rapport au regard de l'autre ou un tel, etc. Je me suis rendu compte que j'avais écouté mon cœur. Tu vois, quand j'ai fait ça, moi, tout de suite, ça a changé comment je me sentais. Mais Exactement. je crois Tu vois que là, tu as tout résumé. C'est une bonne conclusion. J'aime bien terminer par des citations des artistes. Maître Gims a appelé un de ses albums Mon cœur avait raison. Voilà, méditez là-dessus. Ah, c'est une très belle T'as fin. besoin de partir, Trésor? Je vais pas partir parce que j'ai des choses à dire encore quand même avant de terminer. N'hésitez pas à vous abonner, vous savez bien, cliquer sur la cloche de notification, etc., etc. Mais ce qui est plus important, c'est quand même nous partager vos commentaires. On veut savoir ce que vous pensez, si vous avez eu la même situation, comment vous avez vécu ça, quelles sont les solutions que vous avez pu trouver, etc., etc. De toute façon, nous, on est là pour vous apporter du love, vous apporter des nouvelles perspectives. Je vais laisser la parole à Shane et Ivan s'ils ont quelque chose à rajouter. Sinon, Ah, tu je vous as très bien embrasse. fait ça. Hein. Ouais. Nous, on voulait juste dire bonne continuation. À tous, Ah. je sais pas ce qu'on Oh, on est dire, encore là. Hein. etc. On Non, est- non, nous, mais on prend pas de j'ai- vacances, nous. J'ai l'impression que c'est terminé. Donc, Non, Ouais. mais j'ai un truc important à rajouter rajouter quand même, parce quand que même. non, j'ai un truc important à rajouter parce que ici vous devez comprendre que par rapport au podcast, ça fonctionne pas comme les vidéos sur YouTube où c'est recommandé par un algorithme, etc. Notre seule manière d'être recommandé, notre seule manière de partager notre message, c'est parce que vous mettez des revues sur notre podcast, que ce soit sur Spotify, etc. Donc vraiment, si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez trouvé de la valeur. Prenez un petit moment pour laisser une revue et prenez un petit moment pour vous abonner sur les plateformes de streaming. Comme ça, au prochain épisode, vous avez une notification. Et nous, ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut continuer. Donc ici, il n'y a pas de rémunération, il n'y a rien du tout. On veut juste partager notre message et on veut le partager au plus grand nombre. Mais pour ça, on a besoin de votre aide. Donc merci pour prendre le temps de laisser cette petite revue. Choose. donc, on vous dit à très bientôt.
et bonne soirée.